Les iPhone 12 et 12 Pro viennent tout juste de débarquer, découverte en avant-première des deux premiers modèles de smartphones d'Apple disponibles en France. Que penser de leur tout nouveau design aux bords aplatis ? Quel modèle choisir ? Faut-il craquer pour MagSafe, le nouveau système de recharge par induction d'Apple ? Bref, les progrès se font-ils jour au registre de la photo et de la puissance ? Quid de la 5G ? Débat. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ERLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. En préambule, un immense merci pour avoir été si nombreux à nous avoir suivis lors de notre retransmission en direct de l'Apple Event spécial iPhone 12 la semaine dernière. De nouveau, vous nous avez plébiscité, plus de 150 000 vues au compteur. Nous étions de nouveau le média leader en direct sur YouTube. Mille merci. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Avec comme chroniqueur cette semaine, ici en plateau, à mes côtés, Monsieur Laurent Pantanach d'Augustus. Bonjour Laurent. Bonjour Olivier, bonjour toute l'équipe. Alors, et merci aux auditeurs. Tu es prêt à dégainer les iPhones ? On a tous eu la chance de les avoir pas très longtemps, parce qu'on vient toujours de les recevoir juste avant de cette émission. En duplex, Monsieur Cédric Ingrand de LCI. Bonjour Cédric. Ça va Olivier ? Et toi ? Tu as bien reçu les iPhones ? Attends, je regarde parce qu'il y a beaucoup trop... Tu sais, c'est la saison du smartphone en ce moment. Hein. C'est comme les pêches au mois d'août. À un moment, il y en a plein les étals. Ouais. Oui, ça y est. Alors, il y a ça. Ah, ça, c'est un iPhone. Ça va. Ouais, ça va. Les coques sont là. Bon, on va en parler. MagSafe est là. Regarde, MagSafe est là. On va y consacrer un chapitre. Et enfin, de retour dans On refait le Mac après presque un mois d'absence, un ancien responsable qui avance, visage masqué, Monsieur X. Bonjour Monsieur X. Bonjour Olivier, le voilà mon nouvel iPhone. C'est ma carte bleue. Tu l'as pas encore reçu. Bande d'enfants gâtés, il est commandé, bien sûr. J'ai fait mon caprice à Noël, mais il n'arrivera que début novembre. Pour moi, ça sera le 256 Go bleu océan, si je ne me trompe pas. La nouvelle couleur. Bon. Et enfin, last but not least, lui aussi ne l'a pas encore tout à fait reçu, Didier Policani en duplex de la rédaction de Mac Forever. Bonjour Didier. Salut Olivier. Alors, nous, en fait, on est premier sur les voitures électriques. Par contre, on est 9e sur la liste d'Apple au niveau des iPhones et tous ces trucs. Donc, on a acheté des faux. Voilà, c'est tout ce qu'on a en ce moment. Donc, j'ai fait des tests, c'est pas très concluant pour l'instant. Pas de fake news, on refait le Mac, monsieur Policani. Allez, avant d'aborder le sujet des iPhone 12, et on aura près d'une heure pour en parler, un mot à propos de notre sponsor RhinoShield, qui est le partenaire de cette émission. RhinoShield propose une large gamme de produits premium pour iPhone, AirPods et Apple Watch. Leurs nouveaux produits pour iPhone 12 sont déjà disponibles en précommande. Leurs coques sont personnalisables, vous le savez, avec votre propre texte ou photo, et vous avez le choix parmi une multitude de designs et de finitions différentes. C'est très sympa, essayez. Bref, tout le nécessaire pour protéger votre nouvel iPhone 12 au 12 Pro. Merci à RhinoShield de nous soutenir. Retour à présent, les amis, au premier verdict des iPhone 12, c'est dur à dire. Et en préambule, nous allons tenter de répondre à cette question. Quel iPhone choisir ? Quel iPhone allez-vous choisir ? C'était la question qu'on vous a posée cette semaine sur le compte Twitter d'ORLM.tv. Après l'annonce d'Apple la semaine dernière, quel modèle d'iPhone 12 avez-vous choisi ? Vous étiez 19,4% à répondre l'iPhone 12 mini, 22,1% à répondre l'iPhone 12. L'iPhone 12 Pro recevait 29,2% des suffrages et le Pro Max 29,4%. En tête donc, plébiscite pour le Pro Max qui ne sera disponible qu'au mois de novembre. 408 votants, et rappelons en effet que les iPhone mini et les iPhone 12 Pro Max seront disponibles que le 13 novembre plus précisément. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous présentons que les 12 et les 12 Pro, le 6,1 pouces dans chaque modèle. Alors les amis, en préambule, quel iPhone choisir ? Beaucoup de questions à ce sujet, à l'instar de Gadjim sur Twitter. Bonjour, trouvez-vous un réel intérêt à l'iPhone 12 Pro ? C'est pas le Max par rapport à l'iPhone 12. Ou encore une question de Lorient Yannick. Bonjour l'équipe. Apple avait-il intérêt à sortir 4 iPhone 12 en sachant qu'il n'y a pas de grosse différence entre les modèles 12 et 12 Pro ? Merci et continuez à faire de super émissions. On va essayer. Les amis,
On va essayer de répondre à ces différentes questions. Quel modèle va vous convaincre pour cette saison ? Allez-vous choisir plutôt un iPhone 12 et un iPhone 12 Pro ? Et trouvez-vous qu'il n'y a pas forcément de différence d'une famille à l'autre ? On va peut-être commencer en plateau avec Laurent. Habituellement, le modèle que j'aime bien, c'est le modèle Pro en petite taille, donc pas le Max. J'ai eu un iPhone 7 Max, à l'époque j'avais adoré, mais quand la série 10, 10S, 11 est sortie, finalement tu avais à peu près la même taille d'écran que les Max, et j'ai réussi à rester sur cette taille qui rentre bien dans la poche et tout ça. Donc la taille qui me convient bien, c'est plutôt, ça serait donc l'iPhone 12 Pro, non Max. Maintenant, je suis hyper curieux de voir le mini. Alors je ne pense pas passer au mini, mais j'ai envie de le voir, quoi. J'ai envie, tu vois, mon téléphone de prédilection, c'est le 12 Pro. Voilà. Alors Cédric, toi, tu as 2 modèles entre les mains. Lequel va ta préférence ? Vas-tu basculer sur du Max ou tu attends, comme Laurent, le mini ? Non, j'attends le Max parce que j'ai quand même j'aime bien les grands écrans. Faut dire quand même que malgré tout, tu vois, le Pro. Mais c'est amusant parce que regarde, je les mets côte à côte. Voilà, tu as un iPhone normal d'un côté, un iPhone 12 et un iPhone 12 Pro de l'autre. Bon, celui-là a une coque en plus. Oui, les dimensions sont tout à fait équivalentes. C'est la même taille d'écran. Un petit avantage à la finesse. Mais évidemment, alors il y a des choses que le Pro fait que l'autre ne fait pas. Et je suis très très curieux de prendre le temps de tester la vidéo HDR et ce genre de choses. Donc moi, je serais de toute façon côté Pro. Mais ça fait déjà des années, depuis qu'on a le choix en fait, que j'ai pris ce pli-là. Maintenant, je suis assez d'accord. Le mini, tu as envie de l'avoir en main parce que déjà celui-là est tellement léger, tellement fin. Tu te dis on va faire encore plus fin. Alors évidemment, on est en train de parler en dixième de millimètre et tout ça, mais on a envie de voir ce que c'est qu'un plus petit iPhone, revenir finalement à des dimensions qui étaient celles de l'iPhone 4, iPhone 5, à l'époque où on avait ce design à bande qui, moi, en plus, me plaît énormément. Alors Didier, de ton côté, est-ce que tu vas rester dans le classique ou tu vas te laisser séduire par un iPhone de petite taille? Mais déjà, c'est bien qu'ils donnent le choix, que tu aies une version mini, que tu aies un petit peu tous ces modèles. D'autant que là, on l'a vu qu'il y a de l'écran OLED partout, ça fait hésiter beaucoup plus les gens, je pense. Alors moi, je ne peux pas me passer du zoom, hein, je suis souvent à la montagne et tout, enfin, je trouve ça cool d'avoir un zoom. Et je suis très curieux parce que je fais énormément de vidéos. Par exemple, hier, j'étais en train de shooter, enfin avant-hier, j'étais en train de shooter une vidéo en fait dans le noir un petit peu, enfin dans des très basses lumières. Et j'ai vraiment hâte de découvrir le Pro Max qui a un capteur beaucoup plus gros et qui risque d'être vraiment pas mal en basse lumière. Enfin, tous ceux qui font de la photo, de la vidéo, je pense qu'ils l'attendent avec impatience. D'autant qu'on a des petites choses pas mal, là, le Dolby Vision, tout ça qui arrive. Donc évidemment, ce sera un Pro Max. Gold aussi, parce qu'on va en parler après, mais Gold is best. Gold, il a un petit traitement. Gold is best, comme dirait Cédric. Et surtout, le Gold, il a un petit traitement apparemment qui est un peu plus résistant, parce que moi, tu vois, j'ai le 11 Pro Max et il est tout rayé. J'espère que ouais. Voilà, qu'il se rayera un petit peu moins, aussi bien sur les bords que sur l'écran. Tu vois. On va détailler effectivement le design parce qu'effectivement avec les bords en inox du 11 Pro, c'est un nid à rayures, mais on va y revenir. Monsieur X, vous nous avez dit tout à l'heure que vous alliez prendre un Pro Max. Le mini, non, c'est pas pour vous. Oui, alors pour moi, c'est effectivement pas le mini qui va être un choix. Le Pro rapidement parce qu'il y a la photo, parce que c'est la taille idéale pour ma main, donc ça c'est très particulier, mais je ne fais pas de commentaires, monsieur. Je fais partie des incorrigibles qui ont tout le temps leur iPhone à la main, qui vivent vraiment avec, hein, donc le mini c'est un peu trop petit, je vais le perdre, je vais le chercher, le grand il va tomber partout, donc il y a vraiment un bon fit, comme on dit, entre ma main et le format de l'iPhone 12 ou 12 Pro. Et puis, oui, alors moi, j'aime bien me dire, j'ai les meilleures capacités en photo dans la dernière génération d'iPhone que j'ai acheté, qui est quand même assez cher. Voilà. Donc la combinaison taille qui me convient bien à titre perso et photo, c'est ça qui fait que mon choix s'est porté sur le 12 Pro, mais c'est un peu comme tous les ans. J'avais le 11 Pro l'année d'avant et le modèle précédent qui correspondait aussi à ça. Donc je suis assez constant là-dedans, voilà. Alors on va jeter peut-être un coup d'œil sur les prix avec toi Didier, si tu veux bien, parce que c'est quand même l'argument de béton, hein, pour choisir son iPhone. Hein. L'avantage du 12 mini, c'est qu'on peut penser qu'il serait un peu moins cher. C'est le moins cher de la gamme avec ses 5,4 pouces. La version 64 Go est à 809 €. C'est le même prix que l'iPhone 11 l'année dernière, sauf que l'iPhone 11 l'année dernière, c'était un écran plus grand, hein, 6,1 pouces.
Voilà, l'iPhone 12 mini en 128 Go passe à 859 € et la version 256 Go 979 €. Le version classique qu'on a ici en plateau, 6,1 pouces, 64 Go de l'iPhone 12 passe à 909 €. Donc on perd 100 € par rapport à l'année dernière, il est 100 € plus cher. Là, mais il gagne, non, il reste toujours à 64 Go. Et l'iPhone 12 128 Go passe à 959 et l'iPhone 12 256 Go passe à 1119. Et si vous êtes intéressé par le 12 Pro, on gagne en RAM parce que désormais c'est plus 64 Go en standard, mais désormais 128. Donc c'est 1159 €, donc c'est un petit peu moins cher, de quelques dizaines d'euros que l'année dernière. Bel effort, Apple. Et en plus, vous avez de la mémoire en plus. 256 Go, il faut compter 1279 €. Et là également, vous perdez 50 €. On économise 50 €. Et enfin, 512 Go, 1509 €. Et puis, si on passe au Pro Max, alors là, les prix s'envolent. 1259 € pour 128 Go. Là encore, on gagne 64 Go, mais c'est le même prix qu'en 2019. 250 Go, 1379. Et pour conclure, 512 Go, toujours pas de version 1 Tera comme dans le monde Android, 1609 €. Là, c'est une augmentation de prix de 50 €. Pourquoi ce modèle ? Je ne sais pas. C'est bizarre la tarification d'Apple. Il faut en gros compter 300 € d'écart entre le 12 mini et le 12 Pro. Un mot sur les écarts de prix entre les États-Unis et la France. On en avait parlé la semaine dernière lors du live avec Laurent. Est-ce qu'Apple continue à marger sur le dos des Français en affichant des prix plus élevés ? Laurent, tu as, je crois, mené l'enquête. Alors, l'année dernière, j'ai écrit un article qui s'appelait Apple carotte-t-elle l'Europe avec le prix de ses iPhones ? On peut le trouver sur LinkedIn ou sur Medium. Et j'expliquais qu'en fait, c'est très très compliqué de comparer les prix. Au-delà de la conversion de la devise, c'est en dollars, c'est en euros, parce que le mode de calcul des prix est différent. La première chose à prendre en compte, c'est que Apple parle de prix qui sont hors taxe. Le système américain, les prix sont toujours annoncés hors taxe. Ensuite, Apple, cette année, a fait une petite subtilité, c'est que certains modèles sont annoncés avec en plus une réduction opérateur. Donc quand ils ont présenté le prix qui a été annoncé par Apple lors du direct, c'était opérateur. Donc, du coup, je me suis amusé à faire un calcul, et le calcul est simple. Je prends le prix français, je le mets en hors taxe, donc j'enlève 20% de TVA. Ensuite, j'enlève la taxe pour la copie privée, parce qu'en France, à partir du moment où on a un smartphone qui stocke de l'information, il y a 12 € pour les téléphones de 64 Go et 14 € pour les téléphones au-dessus de 64 Go, donc c'est 14 € en moins de la partie hors taxe, et on arrive à une comparaison de prix. Mais il y a encore une subtilité cette année, c'est qu'il n'y a pas dans les téléphones au niveau mondial d'AirPods, donc de EarPods, qui sont vendus 19 € par Apple. Et en France, la loi impose l'ajout de ces AirPods. Donc en fait, on se retrouve, je ne sais pas si c'est d'ailleurs en France ou en Europe, il faudrait que je vérifie, mais donc ça veut dire que ces modèles-là se retrouvent avec potentiellement un ajout. J'imagine pas Apple l'offrir. Donc quand on compare les prix, j'ai pris tous les modèles, donc j'ai pris les 12 modèles, et il faut enlever sur le tableau que vous voyez à l'écran, il n'y a pas le prix des AirPods, mais grosso modo, l'iPhone mini, il est entre 4 €, moins 1 € et 11 € plus cher, en fonction de la taille de la mémoire. L'iPhone 12 normal, il est entre moins 5 et plus 6 €. Donc après, c'est aussi pour que ça tombe sur un prix magique qui se termine par un 9, on le sait. Là où c'est par contre incohérent, c'est que sur les deux modèles Pro, que ce soit le Pro ou le Pro Max, le prix, il est entre 49 et 80 € d'écart. Donc là, effectivement, ça vient léser les consommateurs français. Et alors, je me suis amusé quand même à pousser plus loin. J'ai poussé sur l'HomePod mini, puisque c'est 99,99, il coûte moins cher, il n'y a pas de taxe sur la copie privée, mais du coup il coûte moins cher de 5 € en France, pour maintenir ce prix magique, et on en parlera dans une autre émission. Donc, à l'exception des pros, où il y a un écart de prix qui est quand même d'une cinquantaine d'euros en moyenne, pour les autres c'est le même prix. Ouais, donc voilà, il n'y a pas forcément... Tout le reste va dans la poche de l'État français, voilà, je devais le résumer. Allez, gros plan sur les iPhone 12 et 12 Pro qui inaugurent un tout nouveau design. Design écran en fin du neuf, avant de découvrir le design ouvrant, si vous voulez bien, les boîtes. Et vous allez voir que dans notre petite vidéo d'unboxing qu'on vous a préparée, elles sont, beaucoup plus fines, ces boîtes. Dans la boîte, on trouve bien sûr l'iPhone 12 Pro, le livret, le câble USB-C. Et désormais, effectivement, comme la boîte est fine, c'est parce qu'il n'y a plus d'alimentation électrique.
C'est un choix écologique selon Apple. Est-ce que vous trouvez ce choix et cette position discutable, messieurs, peut-être avec Monsieur X, puisqu'on ne l'a pas entendu encore? Moi, je trouve que c'est un bon argument, même s'il est discutable. Discutable pour deux raisons. D'abord, au niveau du prix, si on est bien sûr que le fait qu'il n'y ait pas l'adaptateur, le prix soit rétrocédé au client, il y a moins de débat. Ça, c'est une première chose qui pourrait le rendre discutable. La chose qui le rend moins discutable, c'est qu'Apple dit qu'ils ont fait le constat que, je crois, 40% des chargeurs qui étaient fournis dans les boîtes d'iPhone n'étaient pas utilisés. Donc, c'est un peu du gâchis. Et moi, j'entends cet argument écologique et empreinte carbone. Et c'est vrai que moi, par exemple, je dois avoir 10 chargeurs iPhone chez moi et que j'en ai absolument pas besoin. Donc, je trouve ça très bien. Mais j'aimerais être sûr qu'ils me rétrocèdent le prix du chargeur. Et avec Apple, j'ai toujours un petit doute, malgré le travail d'investigation qu'a fait Laurent. Et puis surtout, de mémoire, le câble qui te donne dans la boîte d'iPhone, c'est un câble Lightning d'un côté pour être branché sur ton iPhone et USB-C de l'autre. Le problème, c'est que moi, je l'ai dit, j'ai 10 chargeurs, mais ce n'est pas des chargeurs USB-C, hein, c'est des chargeurs USB. Voilà. Donc les gens qui ont un chargeur Lightning USB-C qu'ils peuvent réutiliser avec leur iPhone 12 Pro, c'est ceux qui avaient acheté un iPhone 11 Pro par exemple et qui avaient adopté ce type de chargeur dit rapide. Donc dans l'absolu, c'est vrai, 40% des chargeurs d'iPhone sur la base installée n'ont peut-être jamais été utilisés. Maintenant, pour ceux qui vont acheter un iPhone 12 ou 12 Pro, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup qui aient des chargeurs USB-C qui traînent dans les tiroirs et qui ne sont pas utilisés. Voilà, c'est pas trop mon cas. J'en ai qu'un chargeur USB-C et il est déjà utilisé. Donc cette promesse, elle est coup-ci, coup-ça. Maintenant, moi, je trouve que ça va dans la bonne direction. Je pense qu'Apple ne fait pas dans les faux semblants quand ils disent qu'ils veulent réduire leur empreinte. Si vous voulez avoir un avis motivé sur le sujet, moi, je vous engage à aller voir leur site sur l'environnement. Ils éditent maintenant pour chaque produit, et ils l'ont fait pour l'iPhone 12 Pro, un PDF complet sur l'empreinte carbone de tous les composants de l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro, l'iPhone mini, et sur tous les process de fabrication. Voilà. Il doit y avoir mieux, mais je trouve qu'ils font un vrai effort, y compris de communication, et que cette démarche, même si elle est un peu critiquable, vraiment, elle va dans le bon sens. Donc moi, je vote pour. Ouais, la différence, comme tu l'as souligné, Monsieur X, c'est que l'an passé, dans la boîte du 11 Pro et du 11 Pro Max, il y avait un chargeur de 18 watts, identique à celui de l'iPad, pour une recharge rapide, parce que quand vous avez un grand modèle d'iPhone, le recharger avec un petit chargeur d'il y a quelques années, je vous souhaite bien du plaisir, il faut des heures et des heures, donc c'est pas très... Voilà, ils auraient pu pas le mettre dans les modèles, je dirais, qui ont des batteries de moins de puissance, mais des produits un peu plus évolués à fort prix. En plus, on a vu que le prix avait augmenté cette année pour les modèles Pro, notamment le Pro Max. Ils auraient pu faire un petit effort. Et le chargeur USB-C 20 watts qu'on te recommande pour acheter, par exemple, avec l'accessoire MagSafe, que vous allez voir bientôt, c'est 55 € TTC sur l'Apple Store. C'est pas donné. Ah oui. Voilà. Alors effectivement, c'est pas une paille. Alors, un petit détail quand même, en France, on l'a souligné tout à l'heure avec Laurent, hein, les AirPods sont quand même livrés, donc ils ne sont pas dans la boîte. Alors comment ça se passe? Alors que tout simplement, Apple a dû un petit peu improviser, hein, c'est ça Laurent, avec une boîte blanche, regardez, où le tout est emballé ils ont improvisé un système. Finalement, l'empreinte écologique demeure la même qu'auparavant, puisqu'on retrouve une énorme boîte pour pouvoir embarquer les deux ensemble. Alors revenons au design, c'est ça le plus important, un design plus carré, inspiré de l'iPad Pro et de faux l'iPhone 4 et l'iPhone 5. Pas mal de réactions, regardez, sous Twitter, comme c'est le cas de Christophe, notamment sur Twitter, avec le design recyclé de l'iPhone 4 et une 5G partiellement couverte, voire pas du tout, en cas de dual SIM, on va en parler. La seule vraie nouveauté de cette année, ce serait plutôt la couleur bleu Pacifique. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de couleurs. Qu'avez-vous pensé de ces couleurs? Le bleu Pacifique, c'est le modèle que nous avons en plateau pour l'iPhone 12 Pro. L'iPhone 12, lui, c'est un bleu normal. Comment avez-vous trouvé les couleurs? Peut-être avec Didier. Écoute, moi, je ne les ai pas encore vues en vrai. Mais par contre, je trouve que le bleu Pacifique
tout le monde aime beaucoup. Je trouve qu'il ressemble quand même pas mal à cette espèce de vert qu'on avait l'an dernier, donc je trouve que c'est moins original. Et moi, j'aime beaucoup le gold. J'ai hâte de voir le gold en vrai, qu'on n'a pas encore beaucoup vu sur les vidéos. Non. Mais qui a l'air très sympa. Et en plus, donc, je le disais tout à l'heure, qu'il y a un petit traitement un peu spécial. Apparemment, il est un peu plus résistant. Donc, assez sympa, ouais, effectivement. Donc, le 12 Pro se décline en bleu pacifique, graphite, argent et or. Le 12, lui, se décline en bleu, blanc, noir, vert et rouge. Voilà, chaque année, Apple essaie de faire évoluer ses couleurs. Brièvement, Cédric, qu'est-ce que tu penses du design cette année ? Moi, je trouve que c'est très quali, je trouve, en termes de finition. Je trouve ça c'est très réussi. Ça ne pouvait pas être, tu vois, on aurait t'imagines le jour où on fera un truc, on dit, nouvel iPhone, bon oui, écoute, non, souviens-toi des 5C. C'est un peu branlant, ça grince quand tu tournes dans la... Les 5C, ils n'étaient pas fantastiques non plus, souviens-toi, il y a quelques années. Hein. Oui, mais c'était il y a longtemps, tu réalises à quel point c'était il y a longtemps. C'est vrai qu'on parle en année. iPhone 4, c'était 2011, enfin tu vois, donc c'était 2012. Mais moi j'aime bien ce bleu, je suis d'accord avec Didier, ce bleu est la version bleue du vert de l'année dernière. Mais je suis tellement ravi du retour de ces bords carrés qui tout à coup, souviens-toi quand on est sorti des bords carrés, on a dit c'est un petit effet savonnette, ça vous glisse des mains. Là, ça ne glisse plus des mains. Non, moi je trouve ça agréable. De toute façon, on est dans une telle finesse qu'on n'a pas besoin de tricher un peu en faisant des bords arrondis. Non, c'est très réussi, ça tient bien en main. La bordure de l'écran, je la trouve encore un chouïa épaisse. Allez, voilà. Alors, mais je pinaille. La bordure bien autour de l'écran LED. J'étais surpris en l'ayant en main tout à l'heure, Laurent, c'est qu'on sent vraiment une différence légère, un peu comme quand tu mets une Apple Watch en aluminium et une Apple Watch en inox. Et c'est la différence qu'il y a entre le 12 Pro et le 12. L'un est en inox, le 12 Pro, et l'autre est en aluminium pour son châssis. On sent vraiment une petite différence en termes de poids et c'est pas désagréable. Non, c'est pas désagréable. Après, je mettrai l'emphase sur ce que disait tout à l'heure Cédric. Il parlait d'épaisseur. Et pareil, on parle de... C'est parfois imperceptible. Hein. C'est un demi-millimètre dans le ressenti, on le sent. Quelques grammes dans le ressenti, on le sent. Donc non, c'est pas désagréable, c'est surprenant même. Tu vois, quand on est habitué, et effectivement, sur l'Apple Watch, c'est flagrant. Hein. Quand tu passes, tu as l'impression que tu passes d'une Swatch à une autre montre. Ouais. Ouais, et une réaction, regardez, à propos du design à bord plat de Max sur Twitter. Un design à bord plat l'annonce sur l'iPad Air à cause du port du masque. On attendait vraiment le retour de Touch ID. Sur la tranche, c'est la fonction forte de le nouvel iPad Air. Est-ce que Apple a été pris de court, un manque de place Didier, ton opinion, ton sentiment? Avait abordé. Hein. Ça aurait été sympa, effectivement, de pouvoir... Et là, c'est arrivé... Bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que peu importe le modèle que tu choisis, il va finir dans une coque. Donc, que tu aies du l'alu ou du l'inox magnifique, il va finir là-dedans. Ouais. Donc, ça ne va pas changer grand-chose, effectivement. Touch ID, ils ont dit qu'ils ont un peu galéré quand même sur l'iPad Air pour le mettre. Je ne sais pas si c'est les composants où ils ont pris du temps, parce qu'un iPhone, ça se prépare quasiment un an à l'avance. Donc, ils ont sûrement été pris de court. Voilà. Et puis, ils ont été rattrapés par la Covid. Voilà, puis sur les coques, ça veut dire qu'il faut avoir des coques un peu percées, peut-être qu'il faut avoir des boutons un peu plus larges aussi sur l'iPad Air, et c'est quand même un petit peu plus large aussi sur le côté. Mais ça aurait été cool de l'avoir sous l'écran. Ça aurait vraiment été l'année où ça aurait été sympa effectivement de l'avoir. Par contre, ce que je trouve ça bizarre, tu vois, c'est qu'ils n'aient pas fait un mode un peu dégradé de Face ID. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas le faire avec Apple Pay, mais au moins où tu puisses déverrouiller ton iPhone et que ce ne soit pas totalement sécurisé, mais au moins que tu puisses le faire avec le haut du visage. Ou du moins les c'est yeux. vrai qu'on passe notre temps à faire notre code en ce moment, hein. C'est quand même terrible. Allez, passons maintenant aux écrans, ou plutôt aux écrans. Hein. Si l'encoche est toujours bien présente, elle n'a pas vraiment diminué d'année en année. La bonne nouvelle cette année, tu le disais tout à l'heure, c'est que les écrans OLED ne sont plus réservés à la gamme Pro. Hein. Les iPhone 12 abandonnent les écrans LCD. Tu le disais, Cédric, les bordures sont désormais plus fines, mais sont quand même bien présentes encore. En revanche, les dalles ne sont pas vraiment identiques, hein, Cédric. Le niveau de luminosité est différent, hein, je crois. Oui, et ça se voit quasiment au premier coup d'œil. Alors, il y a évidemment après des aspects de réglage, mais on sait bien que de toute façon, Apple soigne énormément, tu vois, la out-of-the-box experience, et qu'il n'y a aucun hasard qui est laissé là-dedans. Mais de fait, ce ne sont pas exactement les mêmes dalles, mais quand même, moi, je trouve ça génial que maintenant, il y ait de l'OLED partout. Parce que c'est bizarre que ça ait pris tout ce temps. Bon, il y a quand même des aspects de coût et de capacité de production, donc c'est bien que ce soit un Apple qui arrive à le faire. Après, honnêtement, là encore, on est dans le pinaillage total sur... Attends, mais est-ce qu'il y a un peu moins de piqué sur... T'es sûr que... Bon, c'est voilà, 125 contre 800 nits entre le 12 et le 12 Pro. Hein, mais...
Voilà. Alors, par contre, sur un... Oui. Pour de la photo, j'ai importé d'autres photos qui nous ont été fournies pour les voir sur le nouveau. C'est, comme dirait quelqu'un que je connais, c'est de toute beauté. Oui, je vois ce que tu veux dire. Par contre, selon nos confrères de The Verge, ils ont fait paraître un papier assez intéressant cette semaine, comme quoi l'adoption d'une dalle OLED va faire augmenter le coût de réparation de l'iPhone 12. Désormais, si vous devez changer une dalle, ça vous coûtera plutôt autour des $279 au lieu de $199. La technologie est plus onéreuse, donc ça aura un impact. Mais on a l'avantage, c'est qu'on a théoriquement le Ceramic Shield. Alors c'est quoi ce Ceramic Shield? Alors c'est un bouclier céramique qui est censé protéger l'écran. Ce qui est très très intéressant, c'est que Engadget a soulevé un point qui mérite, selon moi, le truc c'est, je crois, Chris Velasco, et il dit qu'en fait ça protégerait l'écran, donc ça le rendrait bien plus solide. 4 fois plus résistant. Ouais, mais par contre pas aux rayures. Ouais. Donc en fait ça serait vraiment un effet de rigidité physique, tu vois, de résistance, mais l'écran se rayerait quand même. Ce qui est paradoxal, quoi. C'est le cas de mon... Normalement, c'est toujours ça le compromis. Si tu fais des choses qui sont... les choses les moins cassables sont les plus rayables, et les choses les moins rayables sont les plus cassables. Ouais. Donc, c'est de toute façon un compromis. C'est pour ça que l'annonce, quand ils ont dit on a inventé un nouveau matériau, un verre dans lequel on va racheter des cristaux, machin, c'était intéressant parce que c'était dire, ça y est, ils ont trouvé, tu vois, la pierre philosophale, c'est-à-dire le truc qui est ni cassable ni rayable. J'avoue que j'ai pas encore envie de lui mettre des coups de clé. J'ai essayé de le... On va attendre quelques jours, c'est en bon état quelques temps. Ouais. Voilà. Alors, on l'avait compris que maintenant sur l'iPhone, la taille des dalles ne change pas sur l'iPhone 12, elle reste 6,1 pouces comme sur l'iPhone 11. Par contre, l'iPhone 11 Pro voit sa diagonale agrandir, passant de 5,8 à 6,1. Tu as senti une différence toi, au quotidien? Toi qui utilises par exemple, Laurent, le 5,8, l'avantage c'est que tu partages intégralement toutes les coques entre le 6,1, entre le Pro et le non Pro, c'est l'autre avantage, mais il n'y a pas vraiment de grande différence en termes de taille d'écran. Non. C'est juste, je pense, un souci de production. Non, la bonne nouvelle, c'est que les coques, alors je ne pense pas que les gens aient les deux, mais par contre, dans le choix et dans la logistique Apple, je pense que ça a un gros impact. Ça a un gros impact. Parce que du coup, ça veut dire que, tu vois, c'est le 12 de 6.1, point barre, c'est la même coque pour les... Voilà. D'ailleurs, même les trous des objectifs sont placés au micron près, pareil, même s'il n'y en a pas le même nombre. Ils ont compté large. Regardez, pour les deux modèles, vous avez une housse d'iPhone 12 Pro sur fond bleu, voilà, on le voit mieux. Et vous voyez, ils ont compté très... Et ils ont compté plus large pour pouvoir le glisser aussi bien que vous ayez 2 objectifs, 3, y compris le LiDAR, on va en parler dans un instant. Attends, mais je viens de m'en apercevoir, je suis en train de mettre la coque de l'un sur l'autre et j'ai l'impression d'avoir vu la Vierge là tout à coup. Je n'imaginais pas que ce soit possible un jour. Ça va simplifier la logistique de beaucoup de fabricants d'accessoires et notamment de notre partenaire InnoShield. La rumeur annonçait l'arrivée d'une dalle 120 Hz, c'est un peu l'Arlésienne. On en parle souvent, Didier, dans le busomètre. Il est installé depuis de nombreuses années maintenant dans l'iPad Pro. Comment on peut expliquer que, alors qu'il est arrivé dans le monde Android, je ne dirais pas sur l'iPhone 12, mais sur l'iPhone 12 Pro, qui est vraiment un modèle haut de gamme, Apple n'est pas franchi le pas et continue à afficher en 60 Hz? Oui, mais surtout que tous les Android haut de gamme l'ont quasiment. Alors, ils l'ont sous condition, c'est pas toujours 100%, puis des fois, tu baisses en résolution aussi quand tu l'as. En fait, je pense que c'était pas la bonne année à le faire, puisque quand tu arrives avec la 5G, tu perds déjà un peu en autonomie, et ce truc-là consomme pas mal, même s'ils ont des technos pour pas que ce soit 100 Hz tout le temps. Mais peut-être que c'était ça. De toute façon, la techno, ils l'ont, on le sait, ils peuvent le faire. C'est peut-être même logiciel, tu vois. Mais derrière, je pense qu'il y a un vrai impact sur l'autonomie. Mais par contre, c'est vrai qu'une fois que tu es passé à ça, tu as du mal à revenir. Si tu utilises beaucoup l'iPad Pro, c'est très agréable. C'est très dur de revenir. Oui. C'est très fluide. Donc, ils ne voulaient pas le mettre trop tôt, je pense. Mais il y a toujours une raison comme ça chez Apple, quand même. C'est un peu comme l'effet Retina. Quand tu travailles sur un Mac avec un Retina, que tu reviens en arrière, tu dis, mais l'écran, il est flou. Non, il n'est pas Retina. Mais tout comme l'iPhone 4 ou 4S, quand il est passé au Retina, tu t'es dit, quand tu revoyais le téléphone d'avant, tu disais, mais les pixels étaient aussi gros, alors qu'en fait, on ne s'était jamais plaint des pixels avant, quoi. Allez, on avance et on passe directement au busomètre, mais c'est juste après le jingle. Allez Didier, quelles sont les infos, rumeurs qui ont le plus buzzé sur le site Mac Forever cette semaine? Déjà, on va commencer avec Johnny Ive, qui est un homme libre. Oui, Olivier, il peut travailler avec tout le monde. Il a bien de la chance. Airbnb qui a licencié tout le monde, du coup, il a pu recruter Johnny Ive.
Et C'est très cher, Tony. qui va, on ne sait pas ce qu'il va faire vraiment. Est-ce qu'il va s'occuper, je sais pas, des interfaces de l'application. Apparemment, ils vont lancer pas mal de choses aussi au niveau des services, peut-être même des produits. Donc on va voir ce qu'il va faire, ça va être assez intéressant. Johnny Ive, ça fait un petit moment, il fait même des sapins de Noël à Londres, il fait pas mal de petits trucs rigolos. Donc voilà, on va suivre avec attention tout ce qu'il fait en dehors de Apple. Ouais, il n'a plus vraiment besoin de travailler, Johnny, et tant mieux pour lui. Deuxième info rumeur, Didier. Où l'on reparle des Apple Glass, donc qui devraient toujours sortir pour l'année prochaine, ça fait à peu près 5 ans qu'on dit ça. Et ce serait donc Sony qui ferait les écrans OLED, voilà, ni LG ni Samsung, donc ces tout petits écrans OLED. Bon, ça paraît un petit peu bizarre, mais j'avoue que sur ces Apple Glass, on a une rumeur à peu près par semaine. Ouais. On ne sait pas d'ailleurs vraiment ce que c'est. Est-ce qu'ils vont nous sortir des Google Glass ou de la réalité virtuelle? Moi, je suis très perplexe sur cette rumeur quand même. On a l'impression quand même que ça va être des lunettes normales, tu vois, mais... Cédric, je pensais que Sony ne produisait pas ses propres dalles, en tout cas pour les télés, puisqu'ils se sont fournis pendant longtemps chez Samsung. Mais ils les coproduisent, on va dire que voilà, ils sont dans la coédition. Mais oui, bien sûr, sur les petits formats, c'est comme pour le CMOS, ils font encore pas mal de choses vachement intéressantes, mais spécialisées. Mais de fait, non, sur les grandes dalles et même sur le smartphone, je ne pense pas. Est-ce qu'ils se fournissent eux-mêmes déjà sur le smartphone? Je ne pense pas. Sur l'OLED, oui. Mais ils ont des petits, ils ont les petits écrans pour les appareils photo. Qui servent les optiques ou pour les caméras. Donc ils ont dû garder cette expertise-là, selon moi. Oui, mais bon là, il faut c'est pas un marché de masse, mais c'est assez surprenant. Allez, troisième info, et c'est même plus qu'une info parce que je crois que elle est officielle maintenant. Oui, mais en fait, ça intéresse pas mal de monde, l'air de rien. C'est l'arrivée d'Illustrator sur iPad, qui est étonnamment mieux que Photoshop sur iPad, qui est assez complet, qui est plutôt pas mal. Et moi, j'en discutais avec les graphistes au bureau. C'est vrai que ça les motive bien de pouvoir un peu travailler sur leurs fichiers comme ça en mobilité. Alors, il n'y a pas tout, évidemment, mais je dirais que c'est une bonne première version. En plus, c'est assez fluide. Puis c'est bien parce qu'Adobe, ils ont vraiment repris de zéro en fait, leur logiciel, donc ils ont repensé un peu pour le tactile. Donc petit à petit, effectivement, ça va mettre peut-être des années avant qu'il y ait tout, que tu puisses importer tous tes plugins, tous tes trucs. Mais c'est agréable de voir qu'ils ont quand même pris le pli de ça. Et s'il y en a bien un qui devait aller sur l'iPad, c'est quand même eux. Donc je trouve ça bien, quoi. C'est un peu tard, mais c'est bien. Oui, on va suivre ça avec intérêt. Autre info ou rumeur, Didier? Alors ça, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo, non, c'est pas très drôle, mais on a vu cette semaine donc, des images de l'Apple Watch SE qui surchauffent, mais au point de te brûler le poignet. C'est-à-dire qu'on a vu des gens avec des brûlures. Et uniquement en Corée, donc est-ce qu'ils ont un modèle avec une batterie un peu déficiente, mais c'est vrai que bon, en fait c'est toujours drôle ces trucs-là parce que ça arrive comme ça, tu sais pas si c'est des petites séries qui bug ou, mais voilà, méfiance quand même. C'est vrai qu'on a des petites batteries au poignet maintenant, potentiellement ça peut quand même cramer un peu la peau, quoi. Et dernier actu ou info ou rumeur du Busoman cette semaine, Didier? Et on va reparler des AirTags, tu sais, ces petits trackers à poster, à placer dans tes sacs à dos. Des petites housses d'appareils photo, par exemple, pour pas les faire voler, tu vois. Et donc, qui pourrait être assez utile, effectivement, donc, pour pas se faire voler son matériel, pour le retrouver. Et alors, il y avait plein de rumeurs qui annonçaient ça plutôt pour le printemps, puis là, il y en a d'autres qui nous disent que ça arrivera en 2 tailles et assez rapidement. Peut-être pour la keynote tu vois, il paraît qu'il y aura une keynote fin novembre avec des Mac ARM, par exemple, ça pourrait être dedans. Donc à voir, voilà, suite au prochain épisode. Allez, avant d'aborder à nouveau le chapitre de l'iPhone 12, on va parler de beaucoup de questions cette semaine autour de ça. Ça s'appelle MagSafe, le retour. Un petit mot à propos de notre sponsor Rhinoshield. C'est le partenaire de cette émission. Il propose une large gamme de produits premium pour iPhone, AirPods et Apple Watch. Leurs nouveaux produits pour iPhone 12 sont déjà disponibles et en précommande. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur leur site. Leurs coques sont personnalisables avec votre propre texte ou photo. Et vous avez le choix parmi une multitude de designs et finitions différentes. Tout le nécessaire pour protéger votre nouvel iPhone 12 chez Rhinoshield. Et merci à Rhinoshield de nous soutenir. On passe au chapitre suivant et on va parler du retour de MagSafe. MagSafe, le retour plus que le MagSafe des anciens MacBook Pro, souvenez-vous, c'est en quelque sorte une version agrandie du petit galet de l'Apple Watch qui sert à recharger la montre d'Apple. Il suffit de le poser sur le dos, une petite démonstration pour que l'iPhone se mette à charger. C'est magique. Messieurs, convaincus, Laurent en plateau. Je suis super content. Je trouve ça exceptionnel. Alors, on va encore dire, Laurent est dithyrambique, mais
si on réfléchit, finalement, la charge par induction, ça existe ailleurs que dans le monde Apple depuis des années. Et même on disait à Apple quand est-ce qu'ils vont enfin sortir un iPhone qui permet de se charger. Finalement les iPhones sont arrivés et Apple n'a pas fait grand chose là-dedans. Alors on a attendu le AirPower en disant ça va sortir. C'est pas sorti. Et là, sorti d'un peu nulle part, ils nous sortent un chargeur magnétique qui marche même sur les anciens modèles. Alors ça tient pas aussi bien que sur le modèle. Démonstration. Ouais, mais ça tient pas aussi bien que sur le modèle. Mais malgré tout, ça se positionne et tu vois, il tient. Enfin, tu peux le poser dessus comme un. Oui, mais il tient. Tu vois, on n'est pas. Oui, non, tu vois, c'est pas comme que tu peux le poser dessus, tu trouves automatiquement la position. Il le trouve. C'est ça la première vertu, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tâtonner comme je fais le soir quand je pose mon iPhone pour le charger à côté de ma table de nuit. Est-ce qu'il charge bien? Et je suis toujours inquiet que le lendemain matin ne soit pas chargé. Là, a priori, l'aimant fait son office. Et voilà. Et surtout, ce qui va se passer, moi, je te le dis, c'est que dans les mois à venir, tous les chargeurs seront comme ça. Et c'est là où Apple reste étonnant selon moi, c'est ils arrivent en retard, ils sont après tout le monde, ils traînent à sortir quelque chose, et puis sortis de nulle part, on s'y attendait pas. Hein. Un usage. Ouais, ils te trouvent un super usage, ils plient l'usage, et derrière finalement tout le monde les suit. Et je trouve ça génial parce que finalement, c'est ça qui va possiblement démocratiser la charge sans fil. Alors que finalement, c'est presque un gadget aujourd'hui. En plus, ils l'ont fait avec une assez forte charge, hein, puisque du coup, tu pourrais potentiellement te dire, je me passe de la prise Lightning pour charger. Alors, certains disent que ça annonce la suppression de la prise Lightning. On sait que c'est un des problèmes, c'est l'étanchéité, la poussière, la charge. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, franchement, pour moi, vous verrez tout à l'heure plus tard, j'en reparle, mais c'est le produit c'est ce produit qui m'a le plus épaté sur les annonces. Alors, on a pas mal de questions cette semaine au sujet de MagSafe, justement, à l'instar de BCX, BCD. Bonjour, petite question par rapport à MagSafe. Faut-il chauffer l'iPhone? Et si oui, y a-t-il un risque que la batterie s'use plus rapidement? Merci d'avance. À toute l'équipe, Cédric, ton impression, d'abord sur MagSafe, il pourrait répondre à la question de notre internaute. J'ai pas vraiment la réponse, parce qu'évidemment, on n'a pas encore le recul. Est-ce que ça va user la batterie plus que... Bon, le recul qu'on a, c'est qu'il y a eu des effets comme ça ailleurs. Il y en a un, par contre, qui est indiscutable, mais qu'il faudrait mesurer, c'est que l'efficacité énergétique de la recharge sans fil n'a rien à voir avec l'efficacité énergétique de la recharge filaire. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas dépenser 2 fois plus d'énergie. Mais ça recharge plus lentement, il faut le mesurer. Pardon ? Ça recharge plus lentement, en clair. Alors ça consomme tu dépenses plus d'énergie. Et tu consommes plus d'énergie. 2 fois plus d'énergie. C'est vrai. Et du coup, Apple qui dit regardez, on met pas les écouteurs pour machin. Si d'un coup ils disent on retire le Lightning et du coup, par essence, on double l'empreinte énergétique des iPhones. Même si honnêtement, faut rappeler un smartphone, ça consomme l'équivalent d'1 heure de four dans l'année. Donc c'est pas extrêmement marquant. Mais alors moi j'ai découvert un truc, c'est que regarde, voilà, un iPhone, il est tout neuf. Celui-là je l'ai pas encore configuré. Ouais. Donc tu mets MagSafe dessus, très bien. Ça colle d'un côté, mais il se passe rien de l'autre. Mais c'est vrai que se pose une question maintenant que tu vas avoir des coques de third party, de marques tierces, et on va te dire cette coque elle est MagSafe. Le problème c'est que tu le vois pas forcément. Tu vois, eux ils ont mis, alors évidemment sur une transparente, tu le vois, mais il y a plein de coques où tu pourras pas voir si elle est MagSafe ou pas. Surtout qu'il y a un petit NFC dans les coques, c'est ça, non ? Mais justement, c'est que là, imagine, j'achète une coque dans un truc et on me dit elle est MagSafe. Oui, comment le savoir ? Eh bien, regarde, je vais enfiler la coque MagSafe sur ce smartphone qui est encore une fois pas du tout configuré. Je la colle dessus et là, regarde, sous tes yeux ébahis. Oh, c'est rouge. Voilà. C'est rose. Voilà, là, le téléphone m'a dit c'est bon, la coque que tu viens de mettre, elle est MagSafe. D'accord, parce qu'il s'est associé automatiquement à la couleur. Ouais. Voilà. Compris. Et puis, je me souviens qu'on avait reçu dans cette émission, tu étais avec nous, Laurent, souviens-toi, un responsable de Schneider Electric qui nous avait expliqué que sur la longévité de la batterie, effectivement, elle chauffait plus, donc ça peut avoir un indice sur les performances futures et le vieillissement de ta batterie, le fait qu'elle monte en température. En revanche, par rapport à est-ce qu'il vaut mieux avoir une recharge filaire rapide, en USB-C ou un recharge par induction, le fait de recharger plus lentement, ça consomme plus d'électricité, c'est vrai, mais ça abîme moins la batterie. Donc en termes de longévité, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Une autre question sur Twitter, regardez, de Potra TV, pensez-vous qu'un nouveau boîtier des AirPods compatible MagSafe serait disponible ?
effectivement, ce serait sympa, à l'instar de cette housse, quand on va en parler avec Monsieur X dans un instant, je la trouve un peu bizarre, cette housse, on pourrait le poser derrière et se charger directement. Didier, je crois quand même, c'est un projet qui semble se dessiner chez Apple. Oui, ce qui aurait été bien, c'est que tu puisses le charger derrière le téléphone, Ouais. tu le poses dessus, puis ça te les recharge. Mais après, tu sais, tout est plus ou moins compatible, c'est-à-dire que c'est quand même ton chargeur MagSafe, il prend en charge la norme QI, donc il va charger un petit peu moins vite, mais si tu as un ancien iPhone, ça va fonctionner. Il n'y a juste pas, effectivement, cette histoire d'aimant, donc à voir, quoi. Mais effectivement, je pense que ça va arriver dans tous les cas. Ce qui est dommage aussi, on n'en a pas parlé, c'est que le chargeur MagSafe, il n'est pas compatible Apple Watch. Tu vois, ils auraient pu faire un truc 2 en 1, bah non. Dommage. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment dommage. Autre question et je rajouterais juste un tout petit truc. Tu vois, Cédric a montré tout à l'heure le chargeur. Moi, je trouve qu'il y a un truc pas pratique là-dessus, c'est quand tu le poses, par exemple, tu le mets sur ta table de nuit, tu le poses. Bah, en fait, il faut aller le détacher manuellement, en fait, ce truc. Tu vois, c'est un galet, mais c'est pas un socle, quoi. Il est pas assez lourd, en fait. Du coup, c'est un peu comme un fil. Quelque part, je trouve que tu n'as pas forcément l'avantage d'avoir ce truc sans fil où tu peux juste le poser et le prendre. Là, il faut vraiment le détacher avec les 2 mains, tu vois. Autre question sur Twitter, regardez, de Nicolas Bibot. Bonjour à toute l'équipe d'ORLM. Avec l'apparition du MagSafe version iPhone, pensez-vous que Apple nous prépare un futur iPhone 13 Pro sans port Lightning, hein, c'était ta théorie tout à l'heure, Laurent. Apple serait alors le premier constructeur à faire des smartphones vraiment sans fil. Merci pour la qualité de vos émissions, ça fait plaisir. Monsieur X, est-ce que tu crois à ce scénario ? Bah écoute, je ne sais pas si j'y crois, mais en tous les cas, moi j'en ai envie parce que en termes d'usage, un port de moins, un accessoire en moins, un trabalé, un câble en moins, c'est moins de soucis. Moi, le sans fil en général, c'est toujours une bonne nouvelle, même si c'est du faux sans fil hein, dans ce cas-là, puisque ton chargeur MagSafe, lui, a un fil. Voilà, donc je trouve ça plutôt bien. C'est d'autant plus que moi je ne l'ai pas essayé, mais vous l'avez montré, le fait que le connecteur MagSafe soit aimanté sur l'iPhone, ça c'est un vrai plus. Je suis comme toi, j'ai toujours peur que mon iPhone se détache de mon chargeur sans fil Belkin. Maintenant, je pense que ça n'arrivera pas, et pas pour ces questions d'usage qu'on vient d'évoquer, qu'on pourrait élaborer à l'infini, mais pour une question de réparation, de SAV. Parce qu'aujourd'hui, tu vas dans un Apple Store, et que tu as la chance de voir comment le Genius travaille pour diagnostiquer ton iPhone, tu t'apercevras que souvent, il utilise le port Lightning pour connecter un câble qui va connecter à un Mac, pour pouvoir faire des diagnostics avec des logiciels spéciaux qui ne sont pas accessibles au public. Donc le port Lightning, c'est aussi un moyen d'accéder, on va dire, dans les entrailles, sous le capot de la bête iPhone pour les gens d'Apple et les réparateurs agréés pour faire leur travail de diagnostic et de réparation. Voilà, donc pour ces raisons-là, de nécessité des SAV, je crois qu'on va avoir le port Lightning pendant encore très longtemps, parce que faire la même chose quand un iPhone a besoin d'être reseté bas niveau, comme on dit, en sans fil, en NFC, je crois, ou en Bluetooth, imaginons ça, je crois que ça ne sera pas possible tout de suite. Voilà, donc le port Lightning, ou peut-être un port USB-C, qui serait de mon point de vue une solution plus universelle, on va l'avoir pendant longtemps. Il faut dire aussi... Oui, merci monsieur. Je crois que vous devez nous quitter. Hein. Merci d'avoir... Alors je suis désolé, Covid et couvre-feu oblige. Je dois partir de mon bureau avant d'en être expulsé à 8h pour être sûr d'être chez moi à 9h. Merci monsieur X, on se retrouve très vite. Grosse bise, merci monsieur X. Très belle soirée à tout le monde. Et puis pour conclure sur le sujet de la disparition du port Lightning, on sait que sur l'Apple Watch, il n'y en a pas, donc il y a un port diagnostic, hein, Didier, mais c'est vrai qu'on a vu lors de la dernière Apple Event que Apple essayait de se positionner sur le secteur du pro et de la vidéo notamment, hein, ou encore de la photo. S'il n'y a plus de connecteur, on ne peut plus brancher aucun accessoire, donc ça paraît un peu bizarre aussi, c'est-à-dire micro... système de recharge de batterie supplémentaire, on arriverait à l'induction, mais ton avis là-dessus pour conclure? Oui, il y a aussi les histoires de backup. Enfin, moi, je fais encore partie des anciens qui aiment bien backuper leur téléphone. Puis quand tu as beaucoup de vidéos et tout, voilà, si tu n'as pas une super connect, tu as quand même ce besoin-là. Et puis, tu vois, on parlait d'écologie tout à l'heure, mais le Lightning, c'est pas très écolo. Je veux dire, si on avait des câbles USB-C un peu partout, ça éviterait d'avoir 36 000 paires de câbles. Donc moi, je pense qu'effectivement, la solution à terme serait plus l'USB-C. Mais là, c'est vrai que tu te demandes s'ils vont y aller quand même. Tu vois, le Lightning a l'air de durer dans le temps. Et
Et voilà, est-ce qu'on ne va pas se retrouver comme sur l'Apple Watch avec un petit port diagnostic un peu caché juste pour pas. Mais bon, je suis pas sûr qu'ils fassent ça parce que, comme on le disait, il y a l'histoire de l'étanchéité et tout, ça les arrangerait d'enlever ce port-là. Mais effectivement, pour l'instant, ça paraît pas très probable. Mais il faut se méfier parce que quand même, tout ce qui est transfert de données sans fil et tout, on arrive quand même à faire des choses maintenant. On a la charge rapide, on a le transfert de données qui est rapide. Donc petit à petit, on va y arriver. Je pense que pour le diagnostic, pour tous ces trucs-là, on va y arriver aussi. Il faut juste encore un petit peu de temps. Donc si Apple arrive à maintenir un écosystème avec, permettant à ses accessoires de payer la dîme, comme le Made for iPod pour le Lightning, et c'est ce qui semble se dessiner pour le MagSafe de l'iPhone, il est certain qu'Apple va peut-être y aller au tout sans fil. Après le MagSafe qui vous a beaucoup interrogé, on a également beaucoup de questions du côté de la photo. Alors la photo cette année, ça semble un petit peu moins spectaculaire que l'année dernière, qui était vraiment une bouffée d'air frais, c'est pas dire une révolution du côté de l'iPhone, qui est toujours en retard par rapport aux smartphones sous Android. Alors quelles avancées cette année au registre de la photo pour les 12 et les 12 Pro? En ce qui concerne l'iPhone 12, rien ne semble vraiment avoir changé. On retrouve toujours les deux optiques au dos avec 12 millions de pixels. Il n'y a pas vraiment de grands changements. Il n'y a pas de zoom notamment. Il n'y a pas de LiDAR notamment qui est réservé aux iPhone Pro. Alors Cédric, tu as assisté comme moi au product briefing d'Apple réservé aux journalistes. Il y a quoi? La vitesse d'ouverture qui a changé. Et puis c'est plutôt le logiciel aujourd'hui qui est la source principale du travail de l'iPhone 12 et d'Apple aujourd'hui. Comment ils appellent ça, la photographie computationnelle. Voilà. C'est-à-dire, oui, toute la part. Et là aussi, c'est lié à ce qui se passe à l'intérieur, au processeur et tout ça. C'est-à-dire que la capacité de la machine à traiter en temps réel tout à coup plus d'informations fait qu'en fait, ton capteur, il prend pas une photo, il en prend X pour arriver à recomposer en temps réel un cliché avec. Et c'est vrai que les résultats sont incroyables. Et c'est ce qu'on va voir aussi sur la vidéo. Avec le HDR et le reste. Enfin, c'est-à-dire que tout à coup, tu sais, pendant longtemps, c'est ça, les gens se battaient sur la taille des caméras, etc., etc. Mais il y a tellement à faire par le logiciel. On le voit chez d'autres. On le voit chez... tiens, regarde, le Pixel 5 de Google, le bloc caméra, il est quand même pas très impressionnant. Et ben pourtant, ce que ça te sort en termes de résultats est absolument dément. Et la différence encore, c'est du logiciel et du traitement à l'intérieur. Ouais. Alors justement, on a quelques exemples de clichés à vous montrer. Elles ont été réalisées. Alors on vient de recevoir l'iPhone, donc on n'a pas pu forcément faire beaucoup de photos. On en a fait quelques-unes. Mais d'abord, on va montrer les clichés réalisés par Apple avec une luminosité qui est loin d'être optimal. Vous allez voir dans ces quelques clichés. Encore une fois, c'est des photos fournies par Apple. On ne connaît pas vraiment les conditions de prise de vue, mais on regardait ce selfie en intérieur en mode portrait. On voit vraiment le bénéfice du mode nuit désormais accessible en selfie. C'est l'une des principales avancées sur l'iPhone 12 cette année. Le mode nuit n'est pas réservé uniquement au dos, on peut l'avoir aussi en selfie, donc c'est pas mal. Regardez ici une autre image, cette fois-ci en contre-jour. C'est plutôt difficile de gérer, d'afficher ce type d'image. C'est assez également convaincant, où le sujet cache carrément le soleil. Et puis revenons à la nuit, avec un mode nuit en intérieur, regardez. Et là, encore une fois, c'est assez remarquable. Le rendu et le talent en tout cas des photographes d'Apple. En revanche, on a eu quand même le temps de faire quelques photos ici avant le début de cette émission dans le petit bureau à côté du studio dont on refait le Mac. Alors regardez cette photo réalisée dans le noir quasi complet dans mon bureau. Alors regarde, c'était carrément dans l'obscurité tout à l'heure. C'est notre réalisateur Steve qui a fait la photo. Mais il y a une ombre. Il y a une source de lumière. Il y a une petite source de lumière qui vient de la porte, mais il n'y a aucune lumière donc la porte est entrouverte. Tu vois, tu la vois pas. Genre la diode du panneau sortie de secours. Non, il y a la porte. Il y a un petit couloir à côté de cette pièce, avec une lumière donc la lumière rentrait au niveau de la porte, mais il n'y avait pas de lumière dans la pièce. C'était pas du noir absolu, mais c'était vraiment trop sombre. D'habitude, tu aurais eu une bouillie de pixels, et c'est assez flippant de qualité, je trouve. Et on y reviendra plus en détail dans une prochaine émission. Vraiment, on va se faire plaisir, notamment avec Stéphane, pour prendre des photos dans tous les sens. Et regardez effectivement le mode selfie. Donc j'ai essayé de refaire un mode selfie dans la même position. Donc je me filme dans l'autre sens. Vous voyez un petit cadre derrière moi. Donc là, c'est carrément, je suis dans le noir, je n'ai pas activé le flash, il y a quand même le reflet de l'affichage de l'écran. Et là, encore une fois, le mode selfie n'est pas si mal que ça pour le mode, je vais y arriver, pour l'iPhone 12. On l'a dit, si l'iPhone 11
Si l'iPhone 12 ne bénéficie pas beaucoup d'avancées, le 12 Pro, lui, par contre, dispose désormais d'un lidar et d'un meilleur zoom. Pourquoi faire le lidar? J'imagine que tu as posé la question, Cédric, à Apple tout à l'heure. Ça sert à plein de choses. Ça va servir d'abord évidemment pour la photo, hein, pour des mises au point plus efficaces et justement dans l'obscurité. Et puis après, pour plein d'autres applications, parce qu'il y aura quand même une ouverture aux développeurs tiers sur toutes les choses qui ont envie de voir le volume de ce qui se passe devant toi. Évidemment, on pense à la réalité augmentée principalement et à ce genre d'application. Dans un format flûte. Tout à coup, je m'aperçois que j'ai un iPhone 11 dans la main. Blasphème. Même si honnêtement... C'est-à-dire que, comment te dire, les deux font la paire. Mais voilà, ce qui est intéressant, ça va être vraiment intéressant au moment où les développeurs tiers vont le prendre en main pour de vrai, quoi. Alors, est-ce que tu as été convaincu des quelques photos qui ont fuité Didier, regarde, on les a reçues, nous également, Apple a pu nous les fournir. Quelques photos réalisées avec l'iPhone 12 Pro. Regardez, notamment un portrait. Donc, c'est pas un selfie, ça, c'est un portrait avec une lumière quand même assez tamisée, c'est assez remarquable. Alors là, encore une fois, on ne connaît pas les conditions de prise de vue. Donc, on a essayé de recréer modestement. Et là, on voit vraiment l'effet du lidar pour la profondeur de champ, pour vraiment faire vraiment un contour parfait puisqu'il calcule les distances. Et puis, regardez nous ce qu'on a fait de notre côté. On a refait la même photo que tout à l'heure avec le 12, mais avec cette fois-ci le 12 Pro. Et regardez, on est quasiment... On a l'impression que c'est en plein jour. Hein. On a l'impression d'être en plein jour. Didier, qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, tu vois, ce matin, je faisais une news sur les gros boîtiers. En fait, Apple crée de la frustration chez les pros. Parce que, en fait, tous ces traitements qu'ils arrivent à faire de manière logicielle, comme le disait Cédric tout à l'heure, c'est vrai qu'ils ont cette force-là que n'ont plus les Canon, Nikon et compagnie. Et c'est-à-dire que si tu veux faire des photos, moi je fais souvent même des plans, même en vidéo, et des fois je prends l'iPhone parce que j'arrive à des meilleurs résultats rapidement en fait. Donc c'est assez rigolo. Et le lidar c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a DJI il n'y a pas très longtemps qui a sorti un petit module que tu mets sur ton stabilisateur là, qui permet d'avoir ce système effectivement de focus très rapide, notamment dans la pénombre, parce qu'ils ont du mal avec le dual pixel, avec toutes ces technologies à avoir un focus qui est bon. Et ils se mettent à utiliser ça. Mais tu vois, c'est les prémices sur les boîtiers pro, alors qu'Apple, elle, a déjà ça qui est implémenté. Alors, le lidar, ça n'a pas une résolution géniale. C'est-à-dire que c'est pas elle qui va te faire le contour, par exemple, du mode portrait. Mais par contre, il va te permettre d'avoir le focus beaucoup plus rapidement, surtout donc en mode sombre. Et ça va avoir aussi un intérêt, c'est en mode vidéo. Quand tu es un peu dans la pénombre, ça permet d'avoir un suivi de sujet qui est beaucoup plus efficace sans que ça pompe, tu sais. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être pas mal si tu utilises beaucoup ça. Et on va le voir sur le Pro Max, qui à mon avis va être vraiment bien en vidéo, notamment voilà, quand tu utilises du Dolby Vision et tout, on peut avoir quand même, je pense, un rendu qui va être hyper intéressant là-dessus. Donc voilà, le lidar, tu vois, on s'en moquait un peu sur l'iPad Pro, on disait bon voilà, ça va servir à 2-3 architectes, 2-3 applications un petit peu bizarres, mais là on a un exemple quand même concret sur l'autofocus et qui commence à être utilisé chez les pros. Donc c'est la preuve que Apple est allé dans la bonne direction. Alors justement, tu parlais de l'iPhone Pro 12 Pro Max. Il y a une question qui va t'intéresser, qui peut-être y répondre, de Jupin Timothy sur Twitter. Bonjour à l'équipe, merci pour ce que vous faites. J'aimerais avoir votre avis sur le traitement différent qu'il y a entre les 12 Pro et les 12 Pro Max au niveau du capteur grand angle. Pourquoi le Max a un capteur plus grand? Merci Didier de ta réponse. Il y a plus de place tout simplement. Alors oui, c'est essentiellement ça, effectivement. Il faut savoir que la qualité, enfin la quantité de lumière reçue dépend directement de la taille du capteur, ce qui fait que tu as forcément un meilleur rendu sur un gros Canon plein format que sur un iPhone. Donc voilà, l'idée c'est toujours de faire grossir ce truc, mais après ça implique pas mal de choses. Ça implique aussi avoir des optiques un petit peu plus grosses. Enfin, c'est de la physique aussi derrière. Donc ils en profitent. Et par contre, c'est vrai que c'est la première année où on a le Pro et le Pro Max qui ont vraiment un capteur différent. Avant, on avait et d'ailleurs du coup ça. Tu vois, les gens qui hésitaient entre le pro et le pas pro, là, ils hésitent surtout entre même le pro et le Pro Max. Rien que si tu aimes vraiment la photo, ça te fait vraiment hésiter. Alors que tu as quand même la taille d'écran, il y a plein d'autres contraintes qui se mettent au milieu, quoi. Et puis, dernière question Twitter au registre de la photo, une question de Sayed, elle est plutôt adressée à Cédric. Bonjour à toute l'équipe. Savez-vous pourquoi Apple ne met toujours pas de zoom optique digne de ce nom, alors que les concurrents, on pense à Samsung ou Huawei en tête, arrivent à du x10? Cédric, ils sont en retard Apple sur ce créneau-là. Ils font aussi, j'ai envie de dire, moins de modèles, donc
comment dire, ils se battent énormément sur la finesse, mais en même temps, je te dis ça, les autres aussi. Et tu as vu les procédés que les autres utilisent pour faire des vrais zooms optiques, c'est-à-dire qu'ils mettent des zooms optiques dont les lentilles se trouvent dans l'épaisseur du truc. Enfin, comme un périscope. C'est un truc qui prend comme un périscope, exactement. Ça prend pas mal de place à l'intérieur des appareils. Donc, je pense que pour des questions sur un Pro Max, ce serait peut-être imaginable, vu qu'ils ont un peu moins de contraintes de place qu'ailleurs. Mais non, c'est une bonne question. Mais je pense aussi que c'est un choix délibéré de leur part, que c'est pas un truc sur lequel ils ont envie de se battre. Ils ont plus, on le voit, envie de se battre sur la taille du capteur, la lumière et le reste. Mais enfin, en même temps, les autres le font aussi. On a quand même vu ce qui est sorti encore cette semaine avec le nouveau Mate 40 de Huawei. J'attends lui aussi de l'avoir en main. Non, mais c'est décevant quand même. C'est décevant. Le zoom, du zoom, quoi. Moi, je photographie beaucoup les montagnes, les trucs comme ça. Tu fais de la rando et tout. Ah bah oui, mais ça reste un zoom. Un 2 fois, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Ouais, oui, c'est vrai. 2 fois, c'est pas grand-chose. 2 fois, c'est pas beaucoup. C'est pas terrible, quoi. Alors, on aura l'occasion, messieurs. Et alors après, juste une chose. Mais bon, moi, j'habite pas à la montagne. Ouais. C'est que c'est vrai que il y a un effet waouh incroyable sur ces zooms, mais que c'est pas le truc que tu utilises le plus souvent au quotidien. Quoi, c'est une fonction démo pour toi, c'est ça? Non, c'est mieux qu'une fonction démo. C'est pas un truc juste pour amuser la galerie, mais c'est pas le truc le plus utile. Donc, je pense qu'à un moment, il faut faire de toute façon de faire un smartphone. C'est de toute façon des compromis. Et Apple, à mon avis, a plus fait pencher le compromis du côté du grand angle, de la taille du capteur, de la lumière et du reste. Allez, messieurs, on avance vite puisque l'heure du couvre-feu avance et nous sommes en plateau, donc on doit finir en temps et en heure. Un mot sur la vidéo très vite. On n'a vraiment pas eu beaucoup de temps de le tester. On y reviendra plus en détail dans une prochaine émission. Didier vous l'a dit, enregistrement HDR en Dolby Vision, 4K 30 images par seconde sur l'iPhone 12, 4K 60 images sur l'iPhone 12 Pro. Voilà pour les différences. On y reviendra plus en détail. Place maintenant presque au dernier chapitre de cette émission, on va parler de puissance. Alors, l'une des belles nouveautés de cet iPhone, c'est bien sûr de ces iPhones l'arrivée de la puce A14 et de la 5G, plus de puissance. Nouvelle puce baptisée A14 Bionic. C'est le premier processeur pour smartphone gravé en 5 nanomètres. C'est de bon augure pour le Mac Apple Silicon. 11,8 milliards de transistors contre 8,5 auparavant pour la 13 qui équipait les iPhone 11. Donc on imagine une meilleure consommation électrique. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? On a eu très peu de temps pour encore une fois le tester, mais on a quand même pu faire quelques benches. Ils ont été réalisés donc sur Geekbench 5. Nous avons comparé l'iPhone 10S avec l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 12 Pro. Regardez ce que ça donne dans le premier test Geekbench qui teste le CPU, donc le processeur. L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro arrivent en tête avec 1588 en simple cœur et 3885. C'est pas non plus phénoménal la différence avec l'année précédente. Et si on passe en mode compute, donc qui concerne plutôt le mode graphique de l'iPhone, ce sont des tests bruts, c'est des tests de puissance brute. Regardez, l'iPhone 12 Pro est à nouveau en tête, 9235 en score. Là, par contre, il est nettement plus rapide que l'iPhone 11 Pro, 7602, 5454 pour l'iPhone 10S. Pour qu'on résume, Didier, on peut dire que en gros, et c'est ce que disent un peu nos confrères américains ou nos confrères français qui ont l'iPhone depuis quelques jours déjà en avant-première, 15 à 20% plus rapide, c'est ça la fourchette que l'iPhone 11. Oui, on gagne en fait ce qu'on gagne un petit peu en finesse de gravure, voilà ce qu'on attend, mais ce qui est énorme par rapport à ce qu'on a sur des ordinateurs de bureau. Chaque année, on n'a absolument pas ça chez Intel. En fait, ce qu'il faut voir aussi là-dessus, c'est plus sur la durée. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des puces qui... Tu ne verras pas la différence comme ça maintenant, mais ça te permettra d'avoir un iOS mis à jour plus longtemps, des fonctions un petit peu plus sympas plus longtemps quand tu as des mises à jour d'iOS. Donc voilà, il faut le voir comme ça. Et effectivement, c'est de bon augure pour les Mac ARM. Je pense qu'on a vraiment hâte de voir un A14 un petit peu boosté avec plein de RAM, avec plein de cœurs graphiques, voir ce qu'ils sont capables de faire face à Intel. Moi, je suis assez impressionné de ça. C'est de bon augure, effectivement. Mais il manque quand même l'aspect applicatif. Tout ça reste très théorique, entre guillemets. Moi, je veux voir Final Cut Pro tourner sur un A14 face à un Intel. Quoi. Dans mes bras. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Alors, quid de l'autonomie, tu en parlais tout à l'heure. On n'a pas vraiment également eu le temps de faire le tour de l'horloge avec. Il y a eu quand même pas mal de... Tu as fait une revue de presse sur le site Mac Forever. Qu'est-ce qui se dit, grosso modo, par rapport
à l'iPhone. Et puis même, il y a même des éléments qui permettent de penser que la batterie serait moins puissante que l'année dernière, Didier. Oui, alors ça, je crois que c'est acté, que la capacité est un petit peu en dessous. Ils l'ont déjà fait dans certaines années, puisqu'effectivement, ils arrivent à gagner un petit peu de consommation sur la puce, notamment. Mais cette année, tu vois, il y a quand même la 5G qui risque de consommer un peu plus. Historiquement, dès qu'ils ont baissé la batterie, pour des histoires de finesse, peu importe, on a toujours perdu un peu en autonomie. Donc là, ils te mettent exactement les mêmes chiffres, à voir à l'usage. Mais si tu as la 5G, que tu as un petit peu moins de batterie, pour le même usage, sachant qu'en plus, tu vois, tu as l'aspect photo et tout qui demande un peu plus de calcul, je sais pas. Je pense qu'ils ont fait en sorte que ça bouge pas trop, mais moi je me méfie toujours quand les batteries baissent chez Apple parce que l'air de rien, voilà, on a plutôt l'habitude du contraire, tu vois, les tailles augmentent. Sur un Pro Max, tu as envie d'avoir une batterie qui tient beaucoup plus longtemps, donc j'espère que ce sera le cas quand même. Si on lit Johan Stern du Wall Street Journal et qui a testé en long et en large l'iPhone, c'est surtout en 5G que la différence d'autonomie se fait sentir. Et puis de manière générale, même si Apple annonce une autonomie équivalente, il y aura à peu près 10, 15, voire 20% d'écart par rapport à l'iPhone 11 Pro aujourd'hui. Parlons justement de la 5G avec Cédric. Malheureusement pas possible de tester cette fonction faute de réseau disponible en France. Tu l'as pas, toi? Ben non, j'ai pas la 5G. Il faut se tenir. Un effort. Alors, j'ai essayé. Il faut se tenir aux tests de nos confrères américains qui ont constaté que la 5G était gourmand en énergie, ça on l'a dit. Il y aura en gros 1 heure d'autonomie en moins si on surfe qu'en 5G par rapport à la 4G. Alors on a vu qu'Apple a introduit une technologie logicielle qui permet de basculer en 4G automatiquement si on n'a pas trop besoin de puissance pour consommer un peu moins d'énergie, donc ça c'est plutôt sympa. Mais la vraie question, elle n'est pas là. On sait qu'en France, les iPhone 12 ne sont pas compatibles avec la 5G millimétrique. C'est la 5G la plus prometteuse en termes de débit. Il faut se contenter de la 5G sub 6 GHz, qui offront quand même des débits théoriques jusqu'à 2 gigabits. Est-ce vraiment un problème, Cédric, selon toi ? C'est vrai que c'est un petit peu décevant. Alors pour plusieurs raisons, mais je pense que tu vois, Apple aurait aussi préféré faire un seul iPhone pour le monde entier et pas 3 modèles différents. Et on voit cette différence-là. Le problème, c'est que c'est dur pour eux de faire un truc qui va marcher partout, alors que par chez nous, les bandes de fréquence de la 5G millimétrique sont même pas encore vendues. Enfin, tu vois, les enchères sont pas ouvertes. Elles sont ouvertes au printemps, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises. Voilà. Je pense qu'ils l'ont fait aux États-Unis parce que c'est leur premier marché, et puis parce qu'ils ont eu les infos à temps, en fait, d'abord pour le faire et pour l'intégrer, parce que c'est quand même pas une mince affaire, tu as une antenne de plus, etc. Tu vois, se presser pour un truc qui, probablement dans un an, aura pas encore une existence commerciale intéressante, j'ai envie de dire, en Europe. C'est pas la peine de se mettre la rate au courbouillon pour un truc qui n'intéresse personne. Donc non, c'est logique. C'est un peu décevant, évidemment, parce que si tu achètes un iPhone aujourd'hui, surtout s'il est super puissant, etc., donc tu as des chances de le garder 3, 4, 5 ans, c'est un peu décevant de te dire que tu vas rater un train technologique qui va arriver dans 12, 24, 36 mois. Mais c'est la vie, que te dire. Didier, tu nous prépares un petit test sur Mac Forever sur la 5G ? Parce qu'en Suisse, il y a déjà la 5G. Oui, nous, ça fait 1 an qu'on la teste, donc on a des petits appareils comme ça qui sont déjà connectés à la 5G. Et en plus, oui, je vais pouvoir vous faire des tests. J'ai déjà fait des tests, mais en Suisse, on dépasse pas beaucoup le gigabit encore. Et puis l'upload est un peu décevant. Mon pauvre, c'est terrible. Je gigabit. Souvent le gigabit. C'est quand même mieux que la fibre. Non, mais en plus, il faut quand même savoir que quand on teste ça, les journalistes, parce que très peu de gens testent vraiment ça, il faut être à côté de l'antenne. C'est-à-dire qu'on part à la chasse aux antennes. Ouais. Il faut être à un endroit bien précis pour avoir la 5G. Et aux États-Unis, c'est pareil. Quand tu regardes les tests, c'est rigolo. C'est très variable. Ils sont au pied de l'immeuble, ils traversent la route, il y en a quasiment plus. Alors moi, il y a un truc qui me gêne quand même. C'est que d'après les documents qu'on a vus pour l'instant, c'est que si tu utilises le double SIM, ce qui est quand même le cas de pas mal de monde qui a une ligne pro, une ligne perso, je pense, qui achète ses téléphones pour ça, et ben apparemment tu n'as pas de 5G, c'est-à-dire qu'ils sont les deux en 4G. Ouais, c'est vraiment bizarre. Et apparemment, ce serait une limitation logicielle. Je remballe les téléphones. Non mais c'est un scandale. Si c'est vraiment le cas, rendez les iPhones, monsieur. C'est-à-dire que tu devrais pouvoir forcer ce truc au moins quand tu as le double SIM, tu vois. Parce que là, par exemple, il te met la 4G en priorité, mais tu peux forcer la 5G. Donc au moins, tu as ce réglage. Tu peux aussi télécharger apparemment les mises à jour d'iOS en 5G, pas en 4G, tu sais pas pourquoi, alors que nous on a de la 4G illimitée très rapide, bon voilà. Et puis arbitrairement il t'enlève la 5G. Alors peut-être c'est une limitation du modem, quand il est en mode double SIM, peut-être qu'il peut pas capter les deux porteuses, je sais pas. Mais ce sera un vrai fail pour moi, pour plein de gens qui achètent ces téléphones pour ça. Tu vois, tu veux le haut de gamme et puis on donne que la moitié, quoi.
C'est une histoire de mutualisation des antennes. Enfin, il peut y avoir plein de trucs qui pourraient l'expliquer. Ouais. Ça peut être technique, quoi. Ça peut être une limitation. Parce qu'en plus, ils utilisent apparemment un vieux, entre guillemets, modem de Qualcomm, qui, je sais plus, X55, là, enfin, un truc qui a un an. Et donc, puis, pas la dernière génération, quoi. Accessoirement. Et je crois qu'ils avaient racheté les modems d'Intel. Ouais, mais ils les utilisent pas encore, mon chéri. Voilà. Alors, est-ce que c'est ça qui explique justement le retard, puisque j'ai posé la question à Apple, évidemment, ils n'ont pas répondu. Pourquoi les iPhone mini et les iPhone Pro Max vont arriver en retard? Ça, on comprend toujours pas. Hein. Donc, c'est assez curieux, certainement. Tu le disais l'autre jour, Laurent, de nouvelles chaînes de production, parce que c'est un nouveau format. Ce qu'on peut penser, hein. C'est ce que ça pourrait laisser à penser, qui justifierait. Alors que là, on reste sur du 6,1 pouces. Oui, puis en plus, pour le coup, là, on en a parlé tout à l'heure, c'est les mêmes. Quoi. On a pu juste presque appuyer sur un bouton. Ouais, ça déroule, quoi. Allez, on aura l'occasion de revenir plus en détail sur le grand test des iPhone 12 et 12 Pro. On va recevoir les mini, on va recevoir les Pro Max. Donc, on aura l'occasion de refaire un grand test, plein de photos, vous verrez. Soyez au rendez-vous. Et pour conclure, un petit mot encore au sujet de notre partenaire Rhino Shield, qui propose une large gamme de produits premium pour iPhone, AirPods et Apple Watch. Leurs nouveaux produits pour iPhone 12 sont déjà disponibles en précommande. Leurs coques sont personnalisables avec votre propre texte ou photo, n'hésitez pas. Et vous avez le choix parmi une multitude de designs et finitions différentes. Tout le nécessaire pour protéger votre nouvel iPhone 12, c'est chez Rhino Shield. Et merci à Rhino Shield de le soutenir. On passe directement à vos coups de cœur. Allez, vite, parce que l'heure du couvre-feu arrive. Cédric, toi qui es chez toi, tu n'as pas ce problème. Vite ton coup de cœur. Je sais pas pourquoi tu fais pas ça de chez toi. Hein. Tu l'as déjà fait il y a quelques temps. Il y a quelques années. Allez, va vite. On se parlait de photos et de vidéos. Moi, j'étais impressionné par la nouvelle GoPro. Ouais. La GoPro 9. Nouveauté la plus frappante, c'est un large écran à l'arrière. Regarde, tu vois mon joli visage. Ouais. Et un plus petit écran à l'avant. Donc là, tu vois ma jolie webcam. Comme DJI en clair, c'est ça. Et surtout, là aussi, c'est intéressant de voir l'évolution des choses. C'est-à-dire que les processeurs et le logiciel qu'il y a à l'intérieur te permettent de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a énormément de travail sur la stabilisation. On a tous vu les hyperlapses, les trucs comme ça, fait avec des GoPro. Mais maintenant, ils te corrigent l'horizon en temps réel. Tu sais, quand la caméra est sur ton casque de vélo et etc. Eh ben non, la vidéo qui sort, tout est droit, t'es comme sur des rails, rien ne bouge dans aucun axe. Et tout ça, c'est du pur logiciel parce que la lentille, elle bouge pas. Donc je suis très très impressionné par la qualité de ce qui sort de ça. Et en plus, ils ont fait enfin la mise à jour que j'attendais, qui marche aussi pour le modèle précédent. C'est que tout à coup, tu te branches en USB-C et ça peut devenir une webcam. Et tout à coup, forcément, c'est probablement meilleur que la webcam qu'il y a sur ton. On va essayer pour faire le Mac. On va en envoyer une à Monsieur X dessus. Par exemple. Donc voilà, GoPro 9, tu vois, ça fait partie des choses dont je me disais il y a encore pas si longtemps que ça. Ouais, finalement, ça a plus beaucoup d'avenir par rapport au smartphone. Eh ben si, quand même, mais pas que pour des utilisations spécialisées, pas que pour tourner de la bagnole. On est d'accord. Pour Didier. Autour de 400 €, c'est ça, j'imagine, c'est ça, non? Voilà. Oui, c'est ça, selon les options, selon tout ça, mais non, j'avoue, positivement impressionné. Voilà. Bien, merci Cédric. De ton côté, Laurent, ton coup de cœur cette semaine? Alors j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Mon coup de cœur, c'est ça. Donc en fait, c'est MagSafe. Je trouve que franchement, je trouve que c'est Apple a plié l'usage. On était tellement. Puis là, alors, pour le coup, quand tu es sur le truc, ça tient bien. Hein. Ça tient bien. Ouais, alors, tu peux faire comme tu peux le retirer rapidement et il reste sur sur la table. Ouais, mais il faut vraiment prendre le coup. Hein. Voilà, faut... Et puis, tiens, si tu veux brancher une batterie, ce qui est sympa, effectivement, c'est que ça s'anime, il y a une petite animation. Et si tu mets une housse, effectivement, de couleur, il s'associe parfaitement. Mais voilà. Donc c'est l'animation et qui est la même que celle de l'Apple Watch. Hein, donc mais c'est génial de trouver des usages communs. Quoi, tu vois, j'aurais trouvé top de trouver dans la boîte, à défaut d'alimentation électrique, le câble Apple MagSafe. Mais c'est vrai qu'on est toujours un petit peu exigeant. Juste pour vous, quand il montre l'iPhone, évidemment, il y a un peu de verre, donc il est transparent. On voulait rassurer les gens sur le fait que non, c'est pas encore un iPhone transparent. Ça viendra, c'est la prochaine génération. On arrive à voir les prototypes. Merci Cédric de la précision. Didier, ton coup de cœur cette semaine?
Oh, moi, je vous emmène rêver sous les étoiles cette semaine. Vraiment. Alors, on a sorti une petite vidéo d'un télescope qui est français d'ailleurs, qui s'appelle le Stellina, et alors qui va faire un peu criser tous ceux qui ont, tu sais, des petits moteurs, des télescopes, des ordinateurs pour faire de l'astrophoto, comme on dit, puisqu'en fait, lui, il fait tout seul. Tu vas, bon, faut quand même te trouver un spot, faut quand même avoir froid, faut quand même être un peu passionné pour comprendre ce qui se passe, mais tu le poses, il se positionne tout seul. Il va, par exemple, tu as une petite application iPad. Et puis tu sélectionnes les galaxies que tu as envie de voir, par exemple Andromède, tu vois. Et il va aller se fixer directement sur Andromède et il va te faire des images comme ça sur ton iPad. Alors, faut pas trop se déconnecter de l'appareil, hein, c'est ce que je dis, pour garder un peu ce feeling, tu vois, que le télescope, tu es vraiment direct dessus, tu regardes dans la lentille. Donc là, il faut pas non plus avoir l'impression d'être sur Google Images. Mais franchement, j'ai fait un petit test avec une fille qui est passionnée d'astronomie, donc vraiment, c'était son truc. Et je te jure, on a passé 2 heures à rêver, à regarder le ciel comme ça. Un commentaire, à dire, tiens, qu'est-ce qu'on va aller voir. Non mais franchement c'est incroyable. Ça vaut pas si cher par rapport à un télescope un peu cher entre guillemets, mais pour les gens qui comme nous s'y connaissent pas forcément sur la technique, au moins tu peux faire de l'observation. En plus tu as pas mal d'infos en plus, et je dirais que moi c'est un peu l'iPhone du télescope. C'est pour les gens qui sont pas forcément les purs geeks, mais qui ont envie quand même de voir des choses. Mais gare à la pollution lumineuse, voilà. Il faut être plutôt à la campagne pour faire ça. Et ça marche à Paris. Non, alors il y a un filtre pour la pollution lumineuse et il y a des gens sur leur balcon à Paris qui font des photos mais incroyables avec ça. On pense à Emmanuel Torregano qui. Et alors attends, je rajouterai encore un truc Olivier qui est important. Oui, mais ils ont sorti une version moins chère autour de 1 000 €, qui s'appelle le Vespera, qui est une version un petit peu moins bonne, une focale un petit peu moins grosse, un capteur un petit peu moins gros, mais un capteur dernière génération Sony, donc très puissant. Et qui coûte que 1000 balles là, il y a encore quelques jours pour le Kickstarter, donc allez-y vraiment, ça vaut le coup. Voilà, et c'est français. Enfin, j'ai rien à dire à part que c'est juste incroyable ce truc. Et allez voir la vidéo que je vous ai fait, voilà, moi je rêve pendant 2 heures en regardant ça, quoi. Laurent et moi sommes stoïques, nous avons l'œil fixé sur l'horloge du studio de Refait le Mac. Il est 20h30, on a une demi-heure pour rentrer à la maison. C'est pas gagné avant le couvre-feu. Mon coup de cœur, je vais vite, c'est la dernière solution intégrée de protection de F-Secure. F-Secure, je l'avais déjà présenté il y a quelques années déjà. Leur VPN que j'aimais beaucoup pour iOS, car je l'avais adopté pour regarder les programmes de TV étrangère en France notamment, hein. J'aime beaucoup leur interface qui est hyper simple et très jolie. Cette fois-ci, c'est une nouvelle solution intégrée qui s'appelle F-Secure ID Protection, qui en plus du VPN intègre également une solution pour protéger votre identité en ligne. C'est toujours sympa. Et surveille que vos infos personnelles ne sont pas aspirées à vos dépens. Et il dispose même d'un système d'usurpation d'identité. Ça vous permet de savoir si on a tenté de se faire passer pour vous. Et puis, ce que j'ai trouvé encore plus sympa, c'est qu'il y a un vrai gestionnaire des mots de passe pour tous vos appareils, un peu comme, vous savez, qui va bien plus loin que le trousseau d'accès de macOS 10 ou de l'iPhone. Donc, vous avez vraiment une solution intégrée. Et puis, l'interface est toujours aussi simple, toujours aussi claire. Ça coûte en gros 3,99 € par mois. Et si vous le prenez, à l'année, je crois que c'est simplement 30 €, 29,90 € à l'année. Donc c'est vraiment sympa, c'est simple. Si vous cherchez une solution de sécurité, une solution pour gérer vos mots de passe, un VPN, essayez F-Secure. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cet épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un prochain épisode. Vous serez au rendez-vous, les amis. Didier, Cédric et Laurent en plateau, si on sort de prison. Mais non, mais on sera en confinement la semaine prochaine. Je sais pas pourquoi tu parles de plateau. D'accord. Bon, voilà, comment lancer une rumeur, ça c'est fait. Quant à nous, on se retrouve quand même en plateau, mais on peut quand même faire des émissions dans la cave dont on refait le Mac, hein. C'est toujours avec grand plaisir qu'on vous retrouve chaque semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et merci encore 1000 fois pour votre fidélité et de nous soutenir d'année en année. À la semaine prochaine. Au revoir.